Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, Jacqueline Voraz, bonjour Philippe. Jacqueline Voraz sur Radio IDFM pour ce nouveau bar de l'économie. Nous sommes mardi 12 novembre et ensemble jusqu'à 10h30. Comme toujours, vous pouvez nous suivre en direct, en vidéo live sur Facebook, page bar de l'économie, ou en web radio sur idfm98.fr. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé au travail avec un focus sur l'Île-de-France suite au rapport Lecoq d'août 2018 qui a montré que ce domaine avait besoin d'évoluer. Pour ce sujet prioritaire, j'ai le plaisir d'accueillir... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ah, je vous ramène un verre d'eau, hein, ça va aller mieux après. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez que je fasse l'introduction de l'émission? J'ai le plaisir d'accueillir Agnès Lalo. Bonjour Agnès. Bonjour. Agnès, vous êtes la directrice santé, sécurité et environnement du syndicat de la métallurgie en Île-de-France, dont l'acronyme est le GIM. Vous êtes également chef de file des mandats santé au travail pour le MEDEF Île-de-France. Tout à fait. À vos côtés, Yves Lacaille. Bonjour Yves. Bonjour. Yves, vous êtes directeur général du syndicat de la métallurgie en Île-de-France, donc le GIM, et vous êtes vice-président de la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie, et président de la commission des mandats du MEDEF Île-de-France. Et nous verrons ensemble la réflexion menée par le MEDEF au sujet de la santé du travail, les enjeux et propositions d'évolution. Vers 10h, notre expert en communication, Étienne Barrier, de Unique Production, viendra nous présenter sa rubrique « Booster sa communication digitale ». Et pour notre page info, nous avions un sujet brûlant, nous l'avons toujours, qui est le sujet EuropaCity, suite à la décision du gouvernement d'abandonner ce projet. Et j'aurai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Blasi, maire de Gonesse, qui sera interviewé par Florence Sueur. Mais en attendant, et pour commencer, on fait une toute petite pause musicale. Ben oui, J'ai même pas le temps d'installer. Philippe, tout est bouleversé parce que le maire n'est pas là, donc je suis bien obligée d'improviser. Vas-y, je comble parce que j'ai pas le choix. Comble. Nous sommes un petit peu déboussolés ce matin parce que le maire Jean-Pierre Blasi n'est pas arrivé. Et voilà, ça bouleverse un petit peu le programme, l'ordre de notre programme. Mais Philippe va nous mettre un petit peu de musique dans quelques secondes. Voilà, bravo Philippe. Non, mais moi, Ah ben non, mais moi je... C'est pas du travail. Philippe, Non, je y a pas suis de d'accord sujet. avec toi. Florence m'a complètement bouleversé mon... J'y n'y peux rien. En fait, Pardon. on va démarrer comme si de rien Voilà, n'était, absolument. et puis quand le verre arrive, C'est ça, oui, oui. C'est ça. Très bien. Donc, on fait comme si de rien n'était. Oui, 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 absolument. Juste après la pause musicale, vous démarrez directement. Pardon? Juste après la pause musicale. Oui, oui.
10 secondes. Je vais passer le- Radio IDFM, le bar de l'économie. Ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Agnès Lalot, directrice santé, sécurité et environnement du GIM, groupement des industries métallurgiques, et chef de file des mandats santé au travail pour le MEDEF Île-de-France. Et j'ai également le plaisir de recevoir Yves Lacaille, directeur général du GIM également, vice-président de la CNAM et président de la commission des mandats du MEDEF Île-de-France. Alors, nous attendons le maire de Gonesse qui vient nous parler du projet Europa City, mais on va commencer notre interview avec mes invités. Alors, je voudrais rappeler que le GIM, donc Groupement des industries métallurgiques, est le syndicat de la métallurgie en Île-de-France. Il compte 2000 entreprises adhérentes qui emploient 275 000 salariés dans des secteurs d'activité variés. Et pour citer quelques-uns de ces secteurs, aéronautique, automobile, mécanique, équipement électrique. Et le groupement des industries métallurgiques apporte une expertise à ses adhérents dans le champ du droit social depuis presque 100 ans, puisque un an avant la loi de 1946 qui crée officiellement les services de santé au travail, le GIM a fondé le premier service de santé au travail interentreprise d'Île-de-France, l'ACMS, qui aujourd'hui suit plus d'1 million de salariés. Alors Agnès, on commence cette interview avec vous. Vous êtes directrice santé, sécurité et environnement du GIM. Vous êtes dans ce poste depuis longtemps, Agnès? Alors, je suis arrivée au GIM effectivement en juillet 2008, donc un peu plus de 11 ans maintenant. C'est ça, donc vous avez maintenant une bonne expertise également de connaissance du sujet. C'est ça. Bien, donc ce matin vous êtes avec nous parce que suite au rapport Lecoq, plusieurs propositions ont été faites par le gouvernement et il y a un vrai besoin d'évolution selon vous. Pourquoi la santé au travail est-elle importante pour vous, représentants des entreprises? Alors, le sujet de la santé au travail est important pour les entreprises et pour les salariés, puisque l'intérêt est commun. Performance de l'entreprise et santé au travail vont vraiment de pair, puisque la santé au travail est une démarche globale. Oui. Préserver la santé des salariés, prévenir les risques professionnels et puis, bien sûr, maintenir les salariés dans leur emploi. Donc, les entreprises organisent les services de santé au travail au travers d'associations donc, qui sont gérées par les entreprises et les salariés Oui. et financées exclusivement par les entreprises. Voilà. D'accord. Ce sont des associations de droit privé avec une gestion paritaire et un financement employeur. C'est ça, donc voilà, la santé au travail est financée par les entreprises. Tout à fait. Très bien. Alors, je crois qu'il faudrait que vous nous expliquiez ce qu'est un SSTI, ou un SSTA également, et leur mission, parce que, bon, que ce soit ces acronymes sont toujours un petit peu rébarbatifs. Hein. Bien sûr. Alors, les services de santé, alors on a deux types de services de santé au travail. On a les services de santé au travail interentreprise, c'est ça, les SSTI, voilà. Et les services de santé au travail donc, qui sont internes à une entreprise, donc gérés par l'entreprise, donc les services autonomes, les SSTA. Voilà. Très bien. Donc la mission des services de santé au travail, c'est vraiment d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail. Alors, les services de santé au travail conduisent différentes actions pour mener à bien cette mission. Alors, la plus connue des salariés, bien sûr, c'est la visite avec le médecin du travail ou l'infirmière de santé au travail. Donc, les salariés voient le médecin du travail ou l'infirmière selon une périodicité qui varie en fait en fonction de la personne et puis de son poste de travail, notamment si le poste comporte des risques particuliers. Et là, on va parler du coup de suivi individuel renforcé, c'est ça, notamment de risques tels que les risques chimiques, hein, par oui, exemple, oui. ou des risques physiques au poste de travail. Et dans ce cas-là, excusez-moi, mais ce suivi comporte combien de visites? Est-ce que c'est déterminé ou bien c'est au fur et à mesure de la santé du salarié?
Alors pour les salariés qui sont en suivi simple, sans risque particulier, c'est au maximum une visite tous les 5 ans. Pour D'accord. les salariés qui sont en suivi renforcé, c'est une visite tous les 4 ans avec une visite intermédiaire au bout de 2 ans avec un infirmier de santé au travail. Et après, c'est au médecin du travail d'adapter le suivi des salariés en fonction notamment de la personne, de son état de santé, de l'âge de la personne. Voilà. Très Donc bien. on peut avoir des visites annuelles jusqu'à Oui, c'est ça. tous les 5 ans. Voilà, Voilà, ça très dépend bien. vraiment. C'est le médecin qui adapte en fonction des personnes. Du cas de la personne. Voilà. Très bien. Alors après, la mission des services de santé au travail, donc c'est les actions de santé au travail et c'est surtout tout ce qui est prévention primaire. Ça, c'est un rôle vraiment très important des services de santé au travail. Donc, les services de santé au travail aident vraiment les entreprises à repérer les dangers, analyser les risques au poste de travail et puis trouver des solutions de prévention. Alors, ça c'est, excusez-moi, ça c'est ce qui existe aujourd'hui. C'est les mesures qui existent aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'elles sont remises en cause par le rapport Lecoq ou pas? Alors, le rapport Lecoq remet en cause en fait l'organisation même des services de santé au travail et le fait que ce soit des associations indépendantes. Hein. D'accord, d'accord. Le sujet est là, oui. Si Yves vous Lacaille, si oui, je vous en permettez prie. d'intervenir, je crois qu'il faut vraiment insister sur le rôle de prévention Oui. du médecin du travail qui accompagne l'entreprise, qui le conseille. Alors bien sûr, on imagine bien que sur des postes industriels, devant des machines, des équipements, et ça parlera à peu de monde, mais ça pourra parler aussi à tous nos auditeurs, parce que le médecin du travail peut s'exprimer auprès de l'employeur, par exemple, sur l'organisation du télétravail dans l'entreprise, parce que le télétravail peut créer de la solitude, peut créer des difficultés, il faut que les moyens techniques soient de bon niveau. En fait, c'est l'accompagnement dans l'organisation du travail, quelle que soit la nature, et y compris les entreprises qui sont concernées. Donc ce rôle de prévention est vraiment au cœur de l'activité du médecin du travail. Très bien. Je crois que c'est peut-être la grande caractéristique. Vous mentionnez les responsabilités que j'exerce à la CNAM. Dans l'assurance maladie, on est beaucoup plus dans le registre du soin, Oui, c'est-à-dire du curatif, Oui. du soin, plutôt que de la prévention, ce qui est d'ailleurs un sujet dont on pourrait parler, mais qui est une Oui. autre émission. c'est un sujet. Et donc ce rôle d'accompagnement, de conseil dans la prévention des entreprises est un sujet extrêmement important, en plus de la somme de tous les services, de tous les accompagnements individuels qui sont faits pour les salariés, en particulier ceux qui sont potentiellement plus exposés à des risques ou qui ont une santé qui fait qu'il faut les accompagner plus précisément. Voilà. Très bien. On est d'accord ? Effectivement, c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça aussi qu'on a des équipes qu'on appelle pluridisciplinaires dans les services de santé au travail, donc des ergonomes, des préventeurs qui aident effectivement le médecin du travail dans cette mission de prévention. Très bien. C'est le sujet qui sera développé tout à l'heure plus particulièrement. Alors, merci pour ces éclairages. Notre invité, Jean-Pierre Blasi, maire de Gonesse, vient d'arriver. Donc, nous allons faire une toute petite pause musicale de quelques secondes pour changer de sujet. Attention. Radio IDFM, le bar de l'économie. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Jean-Pierre Blasi, maire de Gonesse, qui va nous parler de Europa City suite à la décision brutale du gouvernement de stopper ce projet. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, madame. Merci beaucoup pour ce passage d'antenne, Jacqueline. Effectivement, Florence Sueur au micro pour interviewer Jean-Pierre Blasi, maire de Gonesse. Alors, jeudi dernier, tsunami pour le Val d'Oise. Les lycées annoncent que le projet géant sera définitivement abandonné. Le projet est soutenu par les élus locaux, mais vivement contesté par des organisations écologistes et des associations de commerçants. Emmanuel Macron déclare vouloir abandonner le projet Europa City à Gonesse dans le Val d'Oise, qu'il juge, je cite bien sûr, daté et dépassé et entend, je cite toujours, réfléchir à un projet alternatif. Alors Jean-Pierre Blasi, après 10 ans de concertation, par qui et comment avez-vous appris cette nouvelle ? Eh bien, écoutez, officiellement par Patrick Renaud, le président de la communauté d'agglomération Roissy-Île-de-France, laquelle Gonesse appartient. Depuis quelques semaines, nous avions des doutes et le risque a grandi dans les jours qui ont précédé l'annonce. Et finalement, je me suis décidé à appeler le ministère de Madame Borne, qui m'a pris au téléphone en m'indiquant qu'elle allait m'appeler. Mais je lui ai dit, écoutez, c'est moi qui vous appelle. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé.
c'est une décision qui reste brutale, vous l'avez dit d'ailleurs, et totalement incompréhensible, injuste, donc pour nous inadmissible. Alors, pensez-vous que les membres du gouvernement connaissent ce projet? Madame Borne en particulier, mais je dirais Emmanuel Macron d'abord, puisqu'il a été le conseiller à l'Élysée de François Hollande, je dois le rappeler, et qu'il connaît parfaitement le dossier, lui qui recevait, dans sa qualité de conseiller présidentiel, les promoteurs du projet régulièrement. On est évidemment entre 2012 et 2014 dans cette affaire. Il a une connaissance parfaite du projet. Et donc, évidemment, ensuite, Madame Borne, beaucoup moins parfaite, mais c'est elle qui a été chargée d'une pseudo-concertation rapide, express, en fait, qui avait qu'un seul objectif, réunir toutes les conditions pour justifier l'enterrement du projet. Est-ce que les membres du gouvernement sont venus vous rencontrer, voir sur place, ou rencontrer Patrick Renaud, président de la communauté de communes de Roissy, qui d'ailleurs était au bord des larmes lors de votre conférence de presse de vendredi? Oui, l'émotion est grande partout. J'ai reçu aussi de nombreux témoignages de mes collègues maires du territoire pour exprimer la même chose, l'incompréhension, l'émotion, parce que c'est tout un investissement de 10 ans, un espoir aussi. Et donc, on ne réagit pas uniquement par des mots. Parfois, effectivement, l'émotion est là, elle est là aussi pour moi. Donc, je voudrais dire qu'on ne comprend pas à l'Élysée, certainement, et au gouvernement, ce que ça signifie pour des élus qui se sont investis, et normalement investis, puisque... Alors, je rappelle que Repacité est un projet qui s'inscrit dans un projet plus vaste qui est celui du triangle de Gonesse autour de la gare de la ligne 17 du métro automatique. Mais justement, peut-être vous pouvez nous le décrire, parce que les grands médias disent que c'est un projet commercial, alors c'est pas du tout ça. Repacité est devenu un symbole et il a été caricaturé. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, qui parle de l'acte 2 de son quinquennat, acte 2 de l'écologie, finalement, il a créé le Conseil de défense écologique qui a un seul objectif. Il s'est réuni 3 fois. La 3e fois, c'était pour enterrer Repacité. La première fois, pour enterrer un autre projet en Guyane. Et la seconde fois, pour créer une taxe sur le transport aérien. Bien, moi, je considère que l'écologie punitive et l'écologie de l'illusion, c'est évidemment pas l'écologie dont on a besoin en France et dans le monde par rapport à l'urgence écologique ou l'urgence climatique. Donc on a caricaturé ce projet, d'abord les associations écologistes elles-mêmes, en disant que c'était un hypercentre commercial, ce qui n'est pas le cas, puisqu'il n'y a pas de centre commercial. Quand il y a un centre commercial, il y a des caddies, et donc comme je l'ai dit souvent, on ne se promènera pas à Repacité, vous voyez, j'y crois encore, je parle au futur, avec un caddie. Il y a des commerces, oui, dont les surfaces ont été réduites. Je crois que le projet a pâti et je l'ai dit souvent aux promoteurs du projet, à Imochamp, définissez votre concept de façon plus précise. Et donc, mais je voudrais insister sur un point essentiel pour notre territoire de ce qu'était Repacité, en dehors de ce complexe de loisirs par ailleurs, et il a pâti aussi de la piste de ski, enfin supprimée, peut-être un peu tardivement, mais supprimée. C'est aussi la culture. C'est-à-dire que on allait enfin avoir des équipements culturels de niveau régional à cet endroit, à Gonesse, et pour tout l'est du département, et pour tout le Val d'Oise, autour de cette gare, conçus avec les grandes institutions culturelles parisiennes, la Réunion des musées nationaux, la Cité des sciences, l'Orchestre philharmonique de Paris. On travaillait déjà, et des équipements qui étaient réalisés avec de l'argent privé, ce que l'État est incapable de faire aujourd'hui avec de l'argent public, malheureusement. 3 milliards d'euros d'investissement privé, 10 000 emplois. Moi, je dis, comment on peut remplacer ça demain avec un projet soi-disant alternatif qui n'existe pas en réalité? En fait, c'est tout un projet
à destination agricole, ça vous ne l'avez pas dit mais on va en parler, culturelle et touristique, qui promettait 10 000 emplois, c'est l'avenir pour les jeunes du Val d'Oise et de la Seine-Saint-Denis. D'ailleurs, il n'y a pas que le Val d'Oise, puisqu'il est au carrefour de 3 départements. C'est bien on ça. est limitrophe de Aulnay-sous-Bois, c'est la Seine-Saint-Denis, elle est là. Oui, 10 000 emplois. Est-ce qu'on va répondre, parce que Emmanuel Macron, comme aucun de ses ministres n'est venu sur le territoire, depuis la crise des Gilets jaunes, le président de la République voyage en France, à juste titre, rencontre les maires. Il ne nous a pas rencontrés. Je l'invite toujours à venir sur notre territoire expliquer le sens de sa décision, mais surtout de dire aux jeunes 10 000 emplois, c'est quoi mon projet alternatif pour vous? Moi, président de la République, qu'est-ce que je vous propose? Est-ce que je vais dire aux jeunes, bah, écoutez, vous n'avez qu'à traverser la rue pour trouver un emploi encore, mais les 10 000 emplois, c'est des emplois sur lesquels on travaillait déjà pour relever le défi de la formation, de la qualification de nos jeunes et des gens moins jeunes, enfin bref, de tous ceux qui, demain, pouvaient trouver là un emploi. Alors justement, dans ce projet qui en fait me fait penser à l'installation à l'époque de Disneyland du côté de Marne-la-Vallée, dans un autre genre, on va en reparler de ce projet bien sûr, d'Europa City, on va le détailler avec vous si vous voulez bien, Jean-Pierre Blazy, mais finalement lui aussi à l'époque avait suscité les foules contre, et les pour et les contre, ça avait duré longtemps. Finalement en France, on n'est pas capable de sortir un projet rapidement, il nous faut 10, 20 ans pour sortir un beau projet qui promet 10 000 emplois. Ça, c'est sûr. Il est normal dans un état de droit, dans une démocratie, qu'il y ait le débat. Il est normal aussi qu'il y ait les recours contentieux qui sont possibles. D'ailleurs, ces recours contentieux, nous avons commencé à les gagner les uns après les autres. C'est du temps, mais en face, il faut de la patience. Sauf qu'au bout de 10 ans, on avance quand même. Et que ce projet était à maturité. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, déjà, il avait fallu se remobiliser par rapport à la ligne 17 du métro. Le même gouvernement, on était au début du quinquennat, voulait supprimer 2 lignes de métro du Grand Paris, la ligne 17, la nôtre, et la ligne 18 au sud de Paris, au regard des critères maastrichtiens de l'endettement du pays, alléger donc le coût du projet de la SGP, de la Société du Grand Paris. On a failli en être victime, on s'est mobilisé. Cette ligne 17 a été maintenue, les procédures se sont poursuivies, fort heureusement, n'ont pas été interrompues ou retardées, et le chantier vient de commencer. C'est-à-dire que la ligne 17, qui est nécessaire au projet, elle commence à exister sous l'aspect du chantier, bien évidemment, à ce stade. Donc, on a, à partir de là, poursuivi toutes les études, les acquisitions foncières, qui sont largement engagées. Donc le projet est arrivé à maturité. Vous vous rendez compte, 10 ans c'est déjà beaucoup, mais quand même, la ligne d'horizon se rapprochait. Est-ce que vous pensez que ça remet en cause la gare qui devait se faire? La ministre nous assure que non. Elle nous assure que ni la ligne 17, ni la gare de Gonesse, la seule gare du métro du Val d'Oise, et évidemment, non plus la zone d'aménagement concerté, qui est une ZAC de l'État, je le précise, ne sont remis en cause. Je voudrais en être totalement sûr, puisque le gouvernement a chargé M. Rol-Tanguy d'une mission, dont pour l'instant on ne connaît pas la lettre de mission. Je souhaiterais, je demande, c'est pas un souhait, c'est même une exigence, que dans cette lettre de mission, soit dit explicitement que ne sont pas remis en cause ni la ligne 17, ni la gare du métro du Triangle de Gonesse, et évidemment ni la ZAC de l'État. Mais j'attends que ce soit écrit, car aujourd'hui, pourquoi, alors que l'État avait été constant depuis 10 ans, c'est-à-dire en gros depuis le quinquennat de Nicolas Sarkozy, confirmé sous le quinquennat de François Hollande, l'État qui a renié sa parole, qui semble abandonner ce territoire, la preuve par 9 qu'il ne l'abandonne pas, c'est d'écrire noir sur blanc que tout ça est bien maintenu.
Alors, tout à l'heure, vous disiez que c'est un projet à destination culturelle, touristique, mais aussi agricole. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ce projet? Oui, mais aussi agricole. Nous sommes, le Val d'Oise est un territoire agricole, et l'Est du Val d'Oise aussi. On parle toujours de l'Est du Val d'Oise, Sarcelles, Garges, très urbanisé, mais tout de suite, quand on est déjà à Gonesse et en la plaine de France, c'est un territoire agricole. Nous avons dessiné avec la communauté d'agglomération, dans le cadre du schéma de cohérence territoriale, j'allais dire, sanctuariser 16 000 hectares de terres agricoles pour le demi-siècle qui vient. 16 000 hectares. Donc notre territoire est bien un territoire agricole. Et sur le site même concerné, avec la commune de Roissy, nous avons engagé ce qu'on appelle une procédure de zone agricole à protéger, une ZAP, de 410 hectares. Et sur le site même des 280 hectares du projet, Europa City c'est 80, mais il y a aussi 280 hectares au total, il y a une sorte de central park de plusieurs dizaines d'hectares, et il y a une lisière agricole d'un peu plus de 20 hectares pour expérimenter la nouvelle agriculture, l'agriculture biologique, sachant que, je le dis, il faut être clair, nous avons choisi un site qui est déjà le plus difficile pour l'exploitation agricole, puisqu'il est déjà très artificialisé, avec autoroutes, voies express. 18 autoroutes bordent ce terrain, alors, bon, plus l'aéroport de Roissy. Et sur un territoire aéroportuaire entre l'aéroport de Roissy et l'aéroport du Bourget. Par contre, on sanctuarise pour l'agriculture juste à côté et en profondeur des 16 000 hectares, je le rappelle, entre l'Est du Val d'Oise et la Seine-et-Marne. Franchement, je considère que soit dans ce pays, on ne peut plus rien faire, aucun grand projet n'est possible au nom de l'urgence écologique. Moi, je suis pour l'urgence écologique, mais l'urgence territoriale et l'urgence sociale, ça existe aussi quand on est sur un territoire de banlieue. Et on ne peut pas concilier. Moi, je pense qu'on peut tout à fait concilier et l'une et l'autre. Alors, vous dites donc 410 hectares réservés à l'agriculture, mais il y a aussi dans ce projet une ferme urbaine et puis une halle gastronomique, c'est bien ça? Absolument, ça c'est dans le projet d'Europa City même. Hein, c'est-à-dire dans le projet, dans les 80 hectares. Ça, vous avez raison de préciser cet élément, c'est-à-dire qu'on voit bien que Europa City, ce n'était pas un projet de béton, hein, et ce n'était pas uniquement un projet de commerce. Oui, c'est un projet de loisirs, oui, c'est un projet touristique, mais encore, enfin, quand même, on est à Paris, destination touristique internationale. Paris n'a pas compris, les Parisiens n'ont pas compris qu'on conforte ainsi cette vocation touristique internationale, qu'on l'on soit parisien, intramuros ou francilien, dont nous sommes fiers. Et donc, en même temps, dans le Grand Paris de demain, l'Est du Val d'Oise peut être un pôle de développement. Tout ne doit pas se passer à l'intérieur de Paris pour le tourisme. Vous pensez que ni les Parisiens, ni l'État, ni l'administration n'a compris que nous étions concurrencés par d'autres capitales, notamment espagnoles, qui s'organisent pour attirer les touristes à rester sur le sol en organisant des voyages de 2 à 5 jours pour non pas que les aéroports deviennent que des hubs de transfert de ville à ville. Vous pensez qu'on n'en a pas conscience ? Je pense qu'on en a parfaitement conscience quand on est la maire de Paris, quand on est les élus parisiens, quelles que soient les appartenances. Bien évidemment qu'on en ait conscience quand on est le président de la métropole de Paris. On est juste au bord de la métropole de Paris. On a la conscience. J'aurais aimé les entendre. J'aurais aimé qu'ils nous disent oui, le Grand Paris de demain, à partir du moment où on fait ce réseau de métro automatique, il faut que dans ce Grand Paris de demain, il y ait des pôles de développement en dehors, au-delà du périphérique. Il y a une sorte d'indifférence des Parisiens à l'égard de la banlieue. Aujourd'hui, les Parisiens, depuis d'ailleurs le milieu des années 80, à Gonesse, ils y viennent pour aller à Ikea faire leurs courses. Vous savez qu'Ikea, c'était à Gonesse le premier de France. Et quand je vois qu'il y a des navettes bus qui emmènent les Parisiens, qui ne viennent pas en voiture, à Gonesse, mais ça va très bien, à Ikea,
Bon, je rêve toujours, évidemment, que des Parisiens demain, par le métro automatique, la prochaine décennie, viennent sur le Triangle de Gonesse et ailleurs en Île-de-France, sortant de la capitale, pour venir se divertir, se cultiver, comme évidemment les habitants de notre territoire pourront le faire de la même manière. Alors Jean-Pierre Blazy, vous êtes le maire de Gonesse, avec Patrick Renaud, le président de la communauté de communes de Roissy. Vous portez ce projet, vous l'avez dit, depuis 10 ans. Dans ce projet, qui est un projet alternatif pour vous, c'est ce que vous avez dit vendredi lors de la conférence de presse, il y a bien un centre culturel dédié au 7e art et un centre culturel pour enfants, c'est bien ça? Il y a tout ça, plus une grande halle d'exposition, vous savez, le Grand Palais, qui va être en travaux, mais les grandes expositions internationales, c'est un petit peu à l'étroit, et on sait qu'il faut une autre grande, on l'appelle la halle d'exposition, on peut l'appeler comme on veut, pour des grandes expositions. Là aussi, c'est le rayonnement de Paris. C'est pas parce que ça sera en dehors de Paris, on va pas prendre à Paris la Tour Eiffel. C'est pas notre. Mais on peut envisager que dans la périphérie, enfin, qui a toujours été au service de Paris, mais qui ne doit pas être asservi à Paris, il puisse y avoir du développement humain, parce que là je plaide le développement humain, le développement culturel. Et ça, c'est une reconnaissance pour notre territoire. Ce serait une fierté pour notre territoire de banlieue qui connaît beaucoup de difficultés par ailleurs, mais qui aurait la fierté de participer, d'être intégré dans la ville capitale. Donc, halle d'exposition, parc aquatique, il y a aussi une salle de concert qui est prévue, un théâtre contemporain, la halle gastronomique, vous l'avez dit, et la ferme urbaine, les terres agricoles aussi. Mais finalement, c'est quoi un autre projet alternatif pour vous? Vous avez compris que dans cette description qu'on fait du projet Repas City, puisque vous avez fait allusion tout à l'heure à Disney, on ne va pas rentrer à Repas City avec un ticket d'entrée comme on le fait à Euro Disney. On est dans un quartier de ville, avec évidemment cette réalité que dans un quartier de ville, il peut y avoir des logements, et que là, il ne peut pas y avoir des logements parce qu'on est dans des zones de bruit, mais en même temps aussi largement arrosé par le kérosène. Je dis ça pour l'agriculture, et notamment l'expérimentation d'agriculture biologique. Donc, oui, là, donc, on est sur une absurdité dans cette décision, une absurdité totale, qui s'inscrit évidemment simplement dans une logique de petits calculs, je le dis, politique par rapport à l'urgence écologique, mais c'est l'illusion écologique, c'est pas la vraie écologie. La vraie écologie, ça supposerait des actes autrement plus importants. C'est facile de dire je fais disparaître un projet qui est devenu forcément, parce qu'il a été très médiatisé, un symbole, mais qui n'est pas, qui est important, un projet nécessaire par rapport à notre territoire et à l'urgence sociale de la banlieue. Alors juridiquement, il faudrait peut-être qu'on explique à nos auditeurs qu'il s'agit d'une ZAC, une concession d'aménagement donnée à l'AFTRP à l'époque, qui a pris le nom maintenant de Grand Paris Aménagement. D'ailleurs, qui vous représente? Qui représente le Val d'Oise au Grand Paris Aménagement? C'est le président de la communauté d'agglomération aujourd'hui. Au départ, ce n'était pas la FTRP qui est devenue effectivement Grand Paris Aménagement, c'était l'établissement public d'aménagement Plaine de France qui a été absorbé par Grand Paris Aménagement. Bon, ça c'est du détail peut-être, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Grand Paris Aménagement est donc un opérateur, un aménageur de l'État. Et la ZAC du Triangle de Gonesse est une ZAC d'État. L'État était engagé. C'est ça que je veux insister, c'est l'État était engagé, il se désengage et il nous promet un projet alternatif qui n'existe pas. Qui n'existe pas. C'est là, je trouve, le côté improvisation qui renforce le fait que dans cette affaire-là, on a été sacrifié sur... par rapport à l'urgence écologique. Vous dites que le Val d'Oise, pour faire de l'affichage essentiellement. Pour faire de l'affichage. Donc c'est de la communication marketing, vous voulez dire que... C'est de l'affichage pour le président de la République au nom de l'urgence écologique. Le Conseil de défense écologique, le Conseil de défense, hein, c'est très militaire,
qui a été créé récemment. En fait, comment ça s'est passé? Je voudrais quand même indiquer la légèreté des choses. Quand même. La légèreté des choses. Je le dis et je pèse mes mots. Nous avons été pas associés, semblant de concertation, mais Elisabeth Borne peut dire j'ai concerté, c'était fait pour enterrer le projet, et le Conseil de défense écologique se réunissait l'après-midi, mais les médias et le public étaient informés avant la réunion du Conseil de défense écologique, en fin de matinée. Bien, donc c'était tout ça... couru d'avance, comme on dit. Couru d'avance, mais vraiment, je considère que... Mais ça pose un problème de confiance en l'État même. Ça pose un problème de confiance en l'État. Comment voulez-vous que nos concitoyens, qui aujourd'hui expriment souvent leur défiance vis-à-vis du politique, de la politique, et donc aujourd'hui de l'État. En fait, la phrase du président montre que l'État, par un jeu de procédure, peut retarder ou faire modifier les règles du jeu pour un projet promis depuis 2 gouvernements, vous l'avez dit, 10 ans. Est-ce qu'il finalement il n'y a pas des jalousies ou la volonté de faire passer d'autres investisseurs ou des copains ou du lobbying, comme on dit? Alors, il y a dans cette affaire sans doute ce qui est souterrain et qui mériterait de remonter à la surface. C'est évident. Vous savez qu'à côté du site Europa City, du Triangle de Gonesse, il y a le Aéroville centre commercial, dont le promoteur était Unibail, qui est aussi le promoteur de la Tour Triangle à Paris, un autre triangle, qui est là du super béton dans Paris. Je n'entends pas beaucoup parler de cette tour triangle. Et Unibail a tout fait. D'ailleurs, Unibail a déposé un recours contre notre projet de plan local d'urbanisme. Parmi les 5 recours qui ont été déposés, il y a celui d'Unibail. Et donc, oui, c'est évident. Je devrais dire et rappeler que Benjamin Griveaux, qui est candidat à Paris, qui a été ministre, a travaillé pour Unibail. On voit bien qu'il y a des luttes sourdes d'intérêts d'acteurs économiques. Ça, c'est souterrain. Mais c'est réel. Dites-moi, Jean-Pierre Blasi, je rappelle que vous êtes maire de Gonesse. On parle aujourd'hui de la phrase du président de la République jeudi dernier sur l'enterrement probable du projet Europa City, mais encore que ça peut sans doute pouvoir être négocié. Quelle va être votre démarche, puisque la présidente du département vous soutient, les habitants sont venus manifester leur soutien lors de votre conférence de presse. Quelle va être votre démarche maintenant? Avec la présidente du département, Madame Kavecki, avec le président de la communauté d'agglomération, Patrick Renaud, nous avons engagé une réflexion parce que nous n'entendons pas en rester là. Nous n'entendons pas en rester là pour la raison que j'ai déjà indiquée, l'urgence territoriale et sociale du territoire. Et le département, comme la région, ont été à nos côtés de façon constante. Et aujourd'hui, y compris la présidente de la région qui s'est exprimée, demande que l'État prenne toutes ses responsabilités par rapport à la décision annoncée d'abandon d'Europa City vis-à-vis du Val d'Oise. Et donc, nous allons voir les choses, mais d'abord, ce sont les citoyens. Les citoyens sont en colère. Les jeunes le sont également. Ils se sont exprimés, une partie d'entre eux, de façon spontanée. Oui, ils seront là demain matin à notre micro, à votre place. Mais, voilà, vous avez raison de les inviter. Il faut que les citoyens s'expriment, il n'y a pas que les élus. Et donc, mardi prochain, dans une semaine, nous organisons à Gonesse, salle Jacques Brel, à 19h, une première réunion de rassemblement pour examiner quelle riposte nous engageons. Mais déjà, évidemment, la pétition, ça c'est la chose la plus simple que l'on puisse faire. Il y a 2 ans, il a fallu se battre pour défendre le métro. Avec les élus, nous l'avons fait avec nos écharpes, mais aussi les citoyens en pétitionnant. Nous sommes dans une démocratie, donc c'est comme ça qu'il faut d'abord s'exprimer, en espérant être entendu. C'est pas sûr, mais il faut agir. On n'est pas genre à se laisser
faire et en tout cas à abandonner nos convictions et nos projets. Merci Jean-Pierre Blazy. Dernière question finalement, en tant qu'élu, est-ce que vous vous sentez méprisé? Faut-il avoir la foi pour être maire? Il faut d'abord avoir des convictions, il faut aimer son territoire, aimer les gens et donc de ce territoire difficile, qui a ses fragilités, qui est compliqué, mais qui a du potentiel. Le département du Val d'Oise est devenu le département le plus jeune de l'Île-de-France. C'est cette conviction-là qui nous anime, quelles que soient, encore une fois, nos appartenances. Et nous sommes soudés. Donc on devrait, avec cette force, pouvoir faire reculer ceux qui manipulent finalement en fonction de petits calculs politiques regrettables, qui manipulent l'opinion. Et donc, il nous faut réagir. C'est ce que nous proposons, c'est ce que nous allons faire. Merci beaucoup Jean-Pierre Blazy d'avoir été avec nous ce matin. Je repasse la parole à Jacqueline Voraz. Merci Jean-Pierre Blazy pour votre venue ce matin. Merci Florence pour cette interview. Yves Lacaille, est-ce que vous vous sentez concerné par ce projet dont nous venons de parler? Alors c'est toujours très difficile de s'exprimer sur un sujet sensible dont on ne connaît pas assez les détails. Je voudrais simplement rebondir sur ce que disait Monsieur le maire sur le potentiel de tout ce département auquel nous souscrivons complètement, puisque d'ailleurs nous avons déménagé un centre de formation d'apprentis qui était à Drancy dans des locaux qui devenaient difficiles, compliqués, à Tremblay en France, d'ailleurs un tout petit peu en bordure de Gonesse, je crois qu'il y a quelques mètres carrés d'emprise qui sont chez vous, Monsieur le maire, et on voit bien que c'est une région et c'est important qu'en Île-de-France, on puisse avoir de la qualité de vie, de l'attractivité partout en Île-de-France, si on veut que la région Île-de-France soit une région de cohésion. Donc oui, nous sommes, me semble, concernés. À titre plus personnel, je trouve toujours regrettable que autant d'efforts pendant autant d'années soient remis en cause aussi rapidement, brutalement. Et ça me fait penser à ce mot que disaient mes amis suisses il y a quelques années, ça serait bien d'avoir de temps en temps une approche éconologique, vous avez compris la contraction entre économique et écologique. Je crois que ça serait un terme qu'il faudrait essayer de vendre un petit peu. À mettre au dictionnaire. Merci Yves Lacaille. Moi je voudrais ajouter aussi que, puisque vous êtes l'un et l'autre, Agnès Lalo et Yves Lacaille, représentants du MEDEF, je voulais dire que les MEDEF franciliens 93, 94 et 95 regrettent vivement cette décision d'abandon. Merci Monsieur le maire, au revoir. Nous faisons une petite pause musicale avant de redonner la parole à nos invités. On va avoir le temps quand même de... Donc je reprends avec vous Agnès, puisque je vous demander pourquoi le MEDEF s'est saisi du sujet, et puis enfin je parle du constat. Hein, sauf si avant, oui. On avait l'organisation de la santé au travail en Île-de-France. D'accord. D'accord. Donc oui, je vais faire le lien. Puisque nous parlions aussi de prévention. Il faut recoudre. Oui, c'était pas prévu comme ça. Donc. C'est beau ça. Sarah Lankman. Sarah Lankman, et le titre? Qui? Oui, c'est une chanson. Avant de partir, je ferai une photo
N'oubliez pas, parce que quelquefois j'oublie. Attention. Attention. Radio IDFM, le bar de l'économie, très belle interprétation de Sarah Lankman. Pour qui? Ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Agnès Lalo, directrice santé, sécurité, environnement du GIM, groupement industriel des métallurgies, et chef de file des mandats santé au travail pour le MEDEF Île-de-France. Et Yves Lacaille, directeur général du GIM et vice-président de la CNAM, président également de la commission des mandats du MEDEF Île-de-France. Alors Agnès, nous étions en train de parler de l'organisation de la santé au travail. Je crois qu'il y a, donc nous parlions d'évolutions qui sont nécessaires. Le MEDEF Île-de-France s'est saisi du sujet. Pour quelles raisons? Alors, il y a un peu plus d'un an maintenant, en août 2018, donc, le rapport établi par Madame la députée Lecoq sur la santé au travail donc, a fait des constats sévères mais réalistes de la situation actuelle et émis des propositions de régionalisation, nationalisation qui ne recueillent pas l'adhésion des entreprises. Donc, le MEDEF Île-de-France est effectivement saisi du sujet et a travaillé dès le début de l'année 2019 avec des représentants des entreprises et des services de santé au travail. Le rôle du MEDEF est effectivement de faire des propositions et de prendre part au débat. Et donc, les travaux ont abouti à l'élaboration d'un état des lieux de la santé au travail en Île-de-France et de propositions concrètes d'évolution. Alors, juste pour faire un rapide état des lieux, justement, de absolument, c'est nécessaire. Au travail en Île-de-France, pour que ça soit un petit peu plus concret peut-être pour vos auditeurs. Donc, la région Île-de-France, c'est 25% de l'effectif salarié français. Donc, effectivement, on est la plus grosse région de France en termes d'emploi. Aujourd'hui, en Île-de-France, il y a 24 services de santé au travail interentreprises. Donc, on l'a vu tout à l'heure, les services inter, ce sont des associations qui suivent des salariés de différentes entreprises. Donc, les services de santé au travail sont répartis dans tous les départements. Alors, les médecins du travail se déplacent également en organisant des visites dans des centres de consultation mobiles. Et aujourd'hui en Île-de-France, donc, ces services suivent 3,4 millions de salariés. Oui, ce qui est très important. Bien sûr. Alors la situation est très inégale sur l'Île-de-France au regard du nombre de services compétents par département ou par ville et puis de la typologie et de la taille des services. Pour vous donner un exemple concret, ici à Enghien par exemple, les salariés peuvent être suivis donc, soit par la CMS, la METIF ou le CIST Val-d'Oise, qu'on appelle le CIST VO, qui parle peut-être à vos auditeurs. D'autres salariés, comme on l'a vu tout à l'heure, peuvent être suivis par le service de santé au travail de leur entreprise s'ils travaillent dans une grosse structure. Voilà. Et puis on a d'autres services qui sont compétents pour des professions bien précises. Par exemple, le bâtiment organise ses propres services de santé au travail. D'accord. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'un salarié va être attaché plus à une organisation ou qu'à une autre, ou alors lui, il suit ce qu'on lui dit de faire, en fait? Alors en fait, ce sont les entreprises qui doivent adhérer à un service de santé au travail, qui n'ont pas leur propre service. Oui. Et du coup, les salariés de cette entreprise sont tous suivis par le même service de santé au travail. C'est ça, mais au fond, les salariés n'ont pas de choix particulièrement. C'est ça. Ils ne choisissent pas eux-mêmes leur service de santé au travail. C'est ça, oui. Alors, je voudrais juste préciser que si le MEDEF est vraiment partie prenante dans ces propositions, c'est que
comme ce sont les entreprises qui payent la santé au travail, c'est donc les patrons, donc c'est le MEDEF étant le syndicat du patronat, c'est ce qui explique, ceci explique cela, c'est ça? Alors, pas On peut uniquement, l'expliquer. effectivement. Pas uniquement. Il y a surtout, c'est ce Précisez-nous. qu'on Oui. a développé tout à l'heure avec Yves Laccueil, c'est toutes les actions de prévention et les actions de maintien en emploi, voilà, qui répondent vraiment aux attentes des entreprises, mais aussi des salariés. Là-dessus, on a vraiment un intérêt commun et on veut vraiment préserver ce rôle primordial des services de santé au travail. Très bien. Si Oui, oui. Alors oui, parce que Yves Laccueil, je vous redonne la parole. Nous étions, quand Monsieur le maire est arrivé, vous parliez de prévention. Peut-être voulez-vous terminer sur ce sujet avant d'aborder la suite? Oui, ou peut-être pour évoquer le sujet des constats, c'est clair que les entreprises ont d'abord beaucoup d'obligations en matière de résultats sur la santé des travail, la sécurité, et c'est bien normal, et elles entendent les assumer, et quelque part, les services de santé au travail peuvent les aider justement à mieux organiser la prévention. Donc ce rôle est particulièrement important, et c'est pour ça que c'est du domaine de la responsabilité, et c'est donc dans la responsabilité des employeurs de se saisir de ce sujet et de faire des propositions qui soient opérationnelles. Pour évoquer un peu le sujet des constats, en Ile-de-France, vous avez 24 services de santé au travail, vous en avez un qui suit 7000 salariés, il y en a un qui suit plus d'1 million de salariés. Donc nous avons été plusieurs à penser qu'on pouvait peut-être faire quelque chose pour mettre un petit peu d'ordre. Je vais juste prendre un exemple. Nous avons parlé tout à l'heure des ergonomes. Un ergonome, c'est quelqu'un qui va aider à organiser les gestes et les postures pour que l'organisation du travail se passe du mieux possible. C'est également sur un poste de travail, le positionnement, la hauteur du bureau, la façon dont l'ordinateur est bien placé, les mains placées pour éviter qu'il y ait des douleurs cervicales, au poignet, etc. Eh bien, quand vous avez un service qui accompagne 7000 salariés, l'ergonome, vous pouvez le chercher, vous n'en trouverez pas. Voilà. Donc c'est un sujet sur lequel nous avons besoin de travailler. Alors, je voudrais dire une chose sur le constat aussi. Madame Lecoq a eu raison, et je trouve qu'il faut lui rendre grâce de se saisir de ce sujet, de faire des constats qui, comme l'a dit Agnès, sont assez sévères, mais sont assez partagés. Je dirais même que les employeurs auraient pu rajouter un petit peu plus à charge pour dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Après, c'est un domaine dans lequel on a fait des petites réformettes, des petites réformes. On aime bien faire ça en France. Alors on change un petit truc une année, 2 ans plus tard, on change quelque chose, puis autre chose. Sans bouleverser parce qu'on ne veut pas tout casser, les équilibres, etc. Et là, je crois qu'aujourd'hui, on montre que le système touche sa limite et qu'il est temps de s'en saisir. Alors c'est vrai que nous avons dit que la proposition de tout mettre dans un grand pot commun ne nous paraissait pas être la bonne solution, et qu'il y a aussi des endroits où ça marche très bien, et qu'il faut peut-être s'inspirer des bonnes pratiques, des bons sujets pour se dire comment est-ce que l'on peut faire avancer ce sujet pour le service du bien commun, c'est-à-dire la santé de tous au travail, et puis l'atteinte de toutes la satisfaction des obligations des employeurs. Voilà. C'est bien. Alors, ces endroits où ça marche bien, vous pouvez nous en citer? Alors, je vais pas les citer, mais ce que je vais simplement dire, c'est que quand vous avez un service de santé au travail qui a un système qualité, d'assurance qualité, comme ça existe dans beaucoup d'entreprises, ça veut dire qu'il assure une prestation, une qualité de prestation pour chaque entreprise adhérente, quelle qu'elle soit. Donc ça veut dire qu'on voit bien que le fait de définir des socles et des références de prestations et pas de faire, entre guillemets, en fonction de s'ajuster. C'est bien de s'ajuster un petit peu, mais il y a quand même des choses, des prérequis, des choses qui doivent être faites partout. Donc on pense qu'il y a une logique il y a un socle de prestations, il y a des dispositions d'accompagnement à faire pour toutes les entreprises, et en particulier les très petites entreprises. Parce que le problème des très petites entreprises, c'est justement, c'est là où le rôle d'accompagnement est le plus important, surtout au début finalement de l'intervention d'un service de santé au travail. Donc ça fait partie des propositions que nous avons faites, qui est de dire il faut formaliser la nature de l'activité qui est faite. Et après, la deuxième chose, c'est que pour le faire et pour s'organiser, il y a une taille minimum, c'est-à-dire qu'il faut envisager qu'il y ait des services de santé au travail qui coopèrent, qui se regroupent, qui se rapprochent pour qu'on ait une offre mieux organisée et qu'on ait des moyens. Et j'ai dire des ergonomes, un certain nombre de spécialistes, ces fameux pluriprofessionnels, qui sont des personnes qui ont cette pluridisciplinarité qui se fasse dans un service de santé. Voilà. Et alors donc ces propositions que fait le MEDEF, pour vous, ont-elles une chance d'aboutir aujourd'hui? Alors, nous pensons qu'elles ont une chance, en tout cas nous déployons nos moyens. Je crois que quand le MEDEF Île-de-France a voulu mettre en place une commission RSE, c'est qu'il a bien compris qu'il y avait un consensus très unanime pour dire qu'il faut se saisir de ce sujet,
qu'il y avait la volonté de regarder au plus près du terrain la réalité des sujets, c'est-à-dire de ne pas faire de politique sur un sujet qui est aussi important et qui vaut autant de consensus de la part des salariés que des employeurs. Donc c'est ce que nous avons cherché à faire. Et puis en essayant plutôt de dupliquer ou d'essayer de reproduire les bonnes pratiques, plutôt que de niveler dans un grand pot commun un système régional qui sera une grande administration supplémentaire, et ce dont nous ne manquons pas en France. C'est sûr. Alors vous, en tant que vice-président de la CNAM, je rappelle que c'est la Caisse nationale d'assurance maladie, quelle coopération voyez-vous entre médecine de ville et médecine du travail? Alors je voudrais dire que ma responsabilité au conseil de la CNAM, c'est un conseil, nous ne sommes pas des administrateurs, Non. nous sommes là pour, Oui. nous sommes une sorte, j'allais dire, de comité des sages pour évoquer, et puis il y a l'ensemble des partenaires sociaux qui sont là pour exprimer leur position. Une des choses qui me frappe le plus, c'est qu'aujourd'hui, nous devrions sûrement avoir une meilleure coopération entre la médecine de ville et la médecine du travail. Donc les pistes... Ce qui n'est pas le cas du tout. Ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, et ce qui n'est pas efficace, et chacun sait aujourd'hui, je ne connais pas exactement la situation en Gain, mais on parle de déserts médicaux. Les déserts médicaux ne sont pas que dans la Creuse, ils sont quelquefois en plein centre de très grandes villes, et en Ile-de-France en particulier. Et donc ça veut dire que avoir des moyens satisfaisant, ça veut dire aussi pouvoir utiliser au mieux les ressources dont nous disposons. Et donc cette coopération entre médecine de ville et médecine du travail paraît évidente. Je vais prendre juste deux petits exemples. Oui, je vous en prie. Vous allez avoir dans le fameux dossier médical partagé qui est en train de se mettre en place, il y a plus de 7 millions de ces dossiers médicaux partagés en place aujourd'hui, il y aura bientôt un volet vaccination. Il semblerait que ce soit une bonne idée que le volet vaccination soit accessible aux médecins du travail. Absolument. Pour se rendre compte de la situation de vaccination qui est, je dirais, la moindre des choses à contrôler. Voilà. Donc ça fait partie des sujets qui aujourd'hui n'existent pas mais qui gagneront à être mis en place. Je vais prendre un autre exemple concret. Quand une personne qui a une activité par exemple tertiaire et qui ne fait pas l'objet de suivi individuel renforcé, c'est-à-dire qui ne présente pas de situation médicale personnelle spécifique, est embauchée dans une entreprise, elle peut être vue non pas seulement par un médecin du travail, mais par une infirmière. Aujourd'hui, c'est possible depuis maintenant 3 ans. Eh bien, si cette personne est arrêtée pour une maladie de la ville, une maladie un petit peu longue bien sûr, enfin je ne parle pas d'une grippe qui durerait quelques jours, eh bien, son retour dans l'entreprise doit se faire aujourd'hui avec une visite médicale de reprise par un médecin du travail qui, le cas échéant, n'a jamais rencontré la personne. C'est peut-être judicieux de se préoccuper d'un salarié qui revient, d'assurer qu'il travaille dans de bonnes conditions, et c'est la loi qui le prévoit. Oui. On peut peut-être imaginer que le médecin de ville qui a arrêté la personne pour, par exemple, une mononucléose, une maladie qui a duré un mois, dit aujourd'hui je considère que vous pouvez revenir, et la personne revient occuper un emploi dans la mesure où cet emploi n'est pas caractérisé. Un emploi de bureau, par exemple, en région parisienne, pour une personne qui est en bonne santé selon son médecin, à la suite d'un arrêt, on paraîtrait une bonne pratique. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour faire mieux avec autant. Et je crois que ça, c'est un message à faire passer dans la santé aujourd'hui. Il y a un potentiel d'amélioration significative de l'efficacité qui ne remet pas en cause, et je crois qu'il faut le dire, la qualité et l'engagement personnel de tous les professionnels de santé. Tous, nous connaissons tous des médecins, des infirmières, des kinés, tous ces médecins, des chirurgiens à l'hôpital. Nous voyons des gens très engagés qui veulent faire bien, et il faut se poser la question de la bonne organisation de ceci pour que cela soit efficace. Donc ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème d'organisation. Oui, et je dirais même qu'en vous entendant, c'est carrément une question de bon sens, finalement. Et est-ce que, à travers ce que vous me dites, est-ce qu'on peut penser que les médecins du travail veulent avoir la main mise sur leur activité et qu'ils seraient un petit peu jaloux des médecins de ville? Je ne mettrai pas du tout les choses comme cela. Les médecins du travail ont organisé leur médecine comme une sorte de spécialité, en quelque sorte, c'est ça, c'est 4 années de formation en plus. Je crois que c'est... En plus, on va avoir un vrai sujet. Agnès me rappelait qu'en Ile-de-France, les médecins du travail, en moyenne, il y en a la moitié qui ont plus de 60 ans. J'allais vous poser la question, la moyenne d'âge. Voilà. Et quand vous savez qu'en France, la moyenne d'âge d'un médecin généraliste, c'est 55 ans, vous avez à vous dire que organiser les soins, d'abord organiser la relève, qui est un sujet dont le ministère de la Santé et la ministre ont pris des décisions dans ce sens-là qui sont très bienvenues, le numerus clausus. Et donc, ça veut dire que c'est un domaine dans lequel on a effectivement besoin d'organiser au mieux l'efficacité du système de santé.
Très bien. Pas, Très pas- bien. pas de concurrence, je veux dire, il n'y a, Non, non, il y a non, plus il n'y de a pas place de pour la concurrence. concurrence. Non, mais aujourd'hui. c'est parce que, comme vous disiez, que une personne qui a fait une mononucléose doit être forcément revue par le médecin du travail plutôt que par son médecin traitant. Je me demandais justement s'il n'y avait pas un petit peu de concurrence. Ah non, alors j'ai pris cet exemple, je ne suis pas médecin, donc j'espère que je n'ai Ouais. pas dit une bêtise, mais je voulais évoquer le fait que si un arrêt de l'ordre d'un mois, c'est 3 semaines la limite, une personne qui a été arrêtée pendant 3 semaines pour des raisons de santé, au moment où elle revient travailler, doit faire l'objet d'une visite de reprise. Ce qui est une bonne pratique dans l'absolu. Oui. Imaginez quelqu'un qui a eu une coupure profonde au doigt, qui quelquefois d'ailleurs n'est pas forcément lié à son travail, mais qui a pu avoir d'ailleurs être blessé dans le cadre de son travail, ce qui est très, très regrettable. Eh bien, il faut s'assurer que le médecin du travail s'assure que la personne est en bonne situation pour reprendre son emploi, c'est assez logique. Maintenant quand on est sur une maladie, j'allais dire, qui est en dehors de l'entreprise, avec un médecin qui dit que cette personne est apte pour revenir, on peut se poser la question de la pertinence de cette visite de reprise. Voilà. Bien sûr, je comprends. Très bien, merci Yves et Agnès. On fait une toute petite pause musicale avant de continuer avec vous. Il faut, en fait, je ne vous l'ai pas dit en début d'émission, mais il faut faire des plages pas trop longues parce Oui, que vous avez sinon raison. les auditeurs décrochent et n'écoutent plus. Non, j'espère que c'est pas trop horrible. Non, 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 c'est très bien. Et pardon pour ma question sur la concurrence, mais je Non, l'avais un petit peu vous ressenti. avez raison, Tu changes pas de micro là. Parce que tout à l'heure tu m'as changé de Ah, micro, tu m'as excuse-moi. même pas prévenu. Oh là là. J'ai pas changé de micro, c'est Non, Florence bah qui oui, avait mais dit. tout à l'heure quand elle a Bah, prise, oui. tu avais changé de micro. Et. Voilà, voilà. Nous avons un technicien très susceptible. Non, pas du tout, je suis dans le Oui, Agnès. professionnalisme. Les personnes qui doivent intervenir, il y a quelle heure? Là, je l'attends. Donc, je ne sais pas s'il va venir parce que comme je ne peux pas lire mes messages, s'il ne vient pas, il ne vient pas. Hein, c'est pas grave parce que de toute façon, c'est une rubrique qui dure 3 minutes. Hein, donc, c'est très court. D'accord. J'avais envie de vous poser la question de justement votre rôle en tant que chef de file des mandats MEDEF. Je peux vous en parler? Je peux vous poser la question? Oui. Et puis il y avait donc une question sur les arrêts de travail, les visites, Oui, et etc. bien sûr, oui, on va l'aborder, mais juste avant de continuer. Étienne! Ça va? Madame, vous arrivez juste, c'est bien. Oui, non, ça va. Là-bas Non. Ouais, C'est pas trop inaudible, c'est ça? Comment? T'allais à peu près pour raconter, hein? C'était pas trop. Parce comme c'était un peu long, Non, non, non. Attendez, excusez-moi. Radio IDFM, le bar de l'économie. Ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Agnès Lalot, directrice santé, sécurité et environnement du GIM, groupement industriel des métallurgies, chef de file de mandat santé au travail pour le MEDEF Île-de-France, et Yves Laccueil, directeur général du GIM et vice-président de la CNAM, également président de la commission des mandats du MEDEF Île-de-France. Notre expert en communication, Étienne Barrier, vient d'arriver, donc je lui donne la parole. Bonjour Étienne. Bonjour Jacqueline et bonjour à toutes et à tous. Alors, vous vous demandez sûrement comment la vie client peut booster votre communication. Et pourtant, vous l'utilisez chaque jour ou presque dans votre vie. Lorsque vous découvrez un bon restaurant, que vous assistez à une incroyable pièce de théâtre
ou que vous regardez un film qui vous transporte, qu'est-ce que vous faites ensuite? Tout simplement, vous en parlez à vos amis. Et c'est ce que l'on appelle de la recommandation. Mais si à la fin d'une exposition, le peintre vous demande de remplir son livre d'or, c'est du coup récolter un avis client, et le fameux sésame de la preuve sociale. Dans la communication digitale, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, les chiffres le corroborent. 9 internautes sur 10 consultent les avis avant d'acheter un produit. Et 74% se disent renoncer à un achat si l'avis est négatif. L'avis client est donc à mettre au centre de la stratégie de communication de l'entreprise, mais comment? Il peut être facilement récolté sur les réseaux sociaux comme Facebook ou LinkedIn, mais aussi Google. Il y a toujours un petit bouton qui n'est pas très loin et on peut cliquer dessus pour donner son avis, même si l'entreprise n'a pas demandé à avoir un avis. Il existe aussi de nombreux sites spécialisés dedans, et vous en connaissez certains, notamment dans le tourisme, la restauration, etc. Vous hésitez encore à sauter le pas et à demander à vos clients de témoigner pour vous. Vous avez peut-être peur d'une mauvaise note. Alors tout d'abord, rappelez-vous que lorsque vous avez apprécié le repas dans ce bon restaurant, et qu'à la fin on vous a demandé de noter la prestation, vous l'avez fait avec plaisir. Et c'est ce qui se passe généralement. Un client satisfait sera plus enclin à rédiger un avis positif, et en plus, avec le sourire. Mais si l'avis est mauvais, qu'est-ce qu'on fait? La première chose à faire, c'est surtout d'y répondre. Il faut y répondre quoi qu'il en soit, en prenant un peu de recul, mais il faut y répondre. Sans rentrer dans le débat, le but est de montrer aux internautes que vous prenez en compte la remarque. Ce ne soit pas juste un appel lancé comme ça. Tâchez aussi de rattraper la chose pour que votre client soit satisfait. Et si c'est le cas, vous pourrez alors lui demander de modifier votre post ou votre note. Et puis peut-être que vous aurez un avis qui sera un petit peu plus favorable à vous. Et donc du coup, vous montrerez aux internautes que votre service client est fort et que vous pouvez être là en réactivité par rapport à un inconfort repéré. Évidemment, si l'avis est positif, répondez-y également. Si je dis que j'aime beaucoup votre chemise aujourd'hui, vous allez me répondre. Merci Étienne. Je vous en prie. Mais c'est tout à fait normal et c'est une amende de politesse de pouvoir répondre lorsqu'on fait un compliment. Et puis en plus, ça va vous différencier de la masse parce que sur Internet, très peu de personnes répondent aux avis, même s'ils sont positifs. Et enfin, si vous n'êtes pas encore convaincu, sachez que un avis positif et de nombreux avis positifs sur votre site peuvent augmenter le panier moyen d'environ 31%, car ils donnent confiance à vos prospects. Merci Étienne, c'était très intéressant une fois de plus, et donc nous avons bien compris qu'il fallait surtout répondre quel que soit l'avis. Toujours répondre. Toujours. Merci Étienne, merci. Donc je redonne la parole à Agnès Lalo et Yves Laccueil. Je voudrais revenir pour l'un et l'autre. J'ai compris que vous étiez, donc vous Agnès, chef de file des mandats du MEDEF, et puis vous Yves, vous êtes président carrément de cette commission. Donc expliquez-nous ce qu'est ce rôle. Alors en matière de santé au travail et de prévention, il y a différents organismes, notamment en Île-de-France, qui s'occupent du sujet. On peut citer par exemple la Caisse régionale d'assurance maladie. On a l'Agence régionale d'amélioration des conditions de travail qui s'appelle l'ARACT. On a également une instance qui s'appelle le comité d'orientation des conditions de travail. Donc on voit qu'on a différents organismes qui sont gérés de manière paritaire, donc avec les organisations salariées et les organisations employeurs. Et effectivement, le rôle est de coordonner les messages et puis l'animation effectivement de ces différentes instances pour toujours, c'est le maître mot aujourd'hui, hein, c'est la prévention, mais toujours faire progresser la prévention, c'est vraiment ce qui nous anime. Très bien, merci Agnès. Alors Yves Laccueil, nous avons, il a été noté une augmentation des arrêts de travail, des indemnités journalières, et un rapport récent est paru sur le sujet. Comment les employeurs réagissent-ils à ce fait? Alors, tout d'abord, les trois experts qui ont travaillé sur ce sujet ont montré très clairement que le relèvement de l'âge de la retraite, donc qui est passé de 60 à 62 ans, et on voit qu'aujourd'hui, en particulier dans le secteur privé, et j'en parle plus tard à la retraite, a un impact sur les arrêts de travail, parce que les personnes quand elles avancent en âge, s'arrêtent en réalité moins souvent, mais quand elles s'arrêtent un peu plus longtemps. Voilà, donc c'est un premier impact, de la même façon que le nombre de personnes qui travaillent en France augmente, et donc, j'allais dire, la masse assurable, le volume augmente. Donc, de ce point de vue-là, une grande partie de cette dérive de coûts a été bien expliquée. Donc, c'est un sujet de vigilance à voir, mais néanmoins.
Après, sur un domaine comme celui des arrêts de travail, je crois que la première des choses que nous avons dites, c'est qu'il ne faut stigmatiser personne. Il ne faut pas stigmatiser, considérer qu'un salarié est un tir au flanc et qu'il veut s'arrêter. Vous avez des salariés qui se font arrêter par leur médecin et qui déchirent leur arrêt de travail en disant « je veux revenir travailler ». Mais oui, ça existe. Et ce n'est pas forcément une bonne idée, mais ça veut donc dire que le sujet, c'est sûrement pas une bonne idée si le médecin l'a décidé. Donc d'ailleurs, il y a eu des propositions pour faire que les arrêts de travail soient faits en ligne de telle façon que ceci ne puisse pas se faire. C'est pas la peine également d'aller stigmatiser les employeurs qui ne seraient tous que des tyrans. On en parlait après. Et de la même façon, il ne faut pas lui expliquer que le médecin, il souhaite tout le temps arrêter le plus possible les salariés. Mais vous avez des médecins qui sont des gros prescripteurs d'arrêt de travail. Donc je crois que c'est un travail commun pour reprendre un petit peu ce sujet, ou plus globalement, pour se dire comment est-ce que on responsabilise chacun des acteurs sur un sujet comme celui-là pour que les arrêts soient de la bonne durée quand ils sont pertinents. Et ce sujet de la pertinence, je parlais d'efficacité avant quelques instants. Vous avez, la ministre de la Santé a évoqué un pourcentage très élevé d'actes médicaux non pertinents en France. Donc ce sujet de la pertinence de l'arrêt va aussi en lien avec la pertinence de telle ou telle analyse ou complément de radio, d'IRM, etc. à l'hôpital. Donc c'est un sujet général, si je puis dire, de bon sens, dans lequel il faut mettre les acteurs autour de la table et puis le cas échéant remettre à plat un peu cette complexité excessive dont nous avons, qui est devenue un art. Dont nous souffrons grandement, oui, absolument. Alors, cette question sur les arrêts de travail et indemnités journalières en amène une autre, puisqu'on parle beaucoup de risques psychosociaux, c'est ça? J'aurais été déçu que vous ne parliez pas de cette question. Oui, bien sûr. D'abord, je crois que nous tous, nous menons une vie plus trépidante. Les éléments qui sont générateurs de stress pour tout le monde existent. Et c'est vrai pour vous qui êtes en direct à l'antenne. Vous avez monsieur le maire de Gonesse qui est arrivé, pas tout à fait à l'heure, etc. C'était pas prévu. Vous avez repris le micro qui ne va bien et vous créez et je me fais disputer. Non, mais vous créez. Donc nous sommes tous conduits et dans un monde qui va de plus en plus vite, où en particulier en Ile-de-France, on parlait de qualité de vie tout à l'heure en Ile-de-France, quand on met à peu près en moyenne 1 heure pour aller sur son lieu de travail, vous mettez 1 heure l'aller, 1 heure au retour, quand vous avez des enfants à la crèche, vous êtes déjà très stressé ou en situation pas simple, j'allais dire, avant même de rentrer dans la porte de l'usine ou des bureaux qui vous accueillent. Alors bien sûr, il faut que l'organisation du travail soit la mieux organisée, les employeurs. Et c'est l'intérêt des employeurs. Vous savez, les risques psychosociaux, les conséquences des risques psychosociaux ont un impact sur les employeurs, sur la qualité finalement et l'engagement des salariés. Donc c'est là encore, on parlait tout à l'heure, quand on disait santé au travail, c'est un lieu de convergence des intérêts entre tous. Donc c'est comme ça que nous voulons que ce sujet soit abordé. Après, il est exact que des organisations du travail puissent créer à certains moments des stress et que des gens y réagissent. Et puis il faut bien voir que des personnes vont réagir différemment à titre individuel sur une situation donnée en fonction de leur situation personnelle et de leur état de santé. Complètement, c'est sûr. Donc ce sujet, on ne peut pas le méconnaître, mais je reviens sur le sujet, comme pour les arrêts de travail, ça ne servira à rien de stigmatiser tel ou tel acteur. C'est sûr. Et on a bien compris qu'un employeur n'est pas là pour créer des mauvaises conditions de travail, c'est tout le contraire. Je voudrais ne serait-ce que pour la rentabilité pour la... Voilà. Vous savez, le GIM, qui aura 100 ans l'an prochain, a été créé donc après-guerre avec le objectif de dire comment est-ce que l'on organise finalement le travail, accompagner les industriels pour gérer l'attractivité de nos métiers. Les gens ont travaillé dans les champs, ils sont venus travailler dans les usines, dans les industries, parce qu'on s'est occupé de plein de sujets les concernant, de leur santé, de leur logement, des écoles, et plein de choses. Et les industriels ont eu à se saisir de ces sujets. Ils l'ont fait parce qu'ils ont bien intégré que la qualité de l'accompagnement social est un prérequis de la performance. On va dire la performance sociale avant la performance tout court. Donc c'est un sujet qui par nature doit être un sujet, et sans être dans un monde naïf de bisounours, c'est simplement du bon sens. Absolument, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, absolument. Et vous l'expliquez très bien, monsieur Laccueil. Alors, vous faites des propositions, je pense, en tant que représentant du MEDEF, concrètes en réponse aux attentes des entreprises et de leurs salariés. Pensez-vous que vous allez être entendu par le gouvernement ? Sachant qu'actuellement, les partenaires sociaux ne semblent pas être écoutés et j'ai pu voir que
Ça a même créé la formation d'un front commun entre le patronat et les syndicats, ce qui est une chose exceptionnelle. Alors, c'est un sujet bien français en France, et ça ne date pas que le gouvernement n'aime pas beaucoup les corps intermédiaires. Ouais. Le roi de France s'adressait directement à ces sujets. Eh bien, et le cas échéant, avec beaucoup de textes, beaucoup de lois. Donc c'était, vous savez que pour la Chine, la France, c'est Favreau, le pays de la loi. Donc nous Ouais. aimons bien ça. Donc les corps intermédiaires n'ont jamais eu une excellente cote. On peut dire les choses comme ça. Moi, je vais vous dire une chose sur ce sujet de la santé au travail. Je crois que le gouvernement serait bien avisé d'écouter les entreprises, les propositions qui peuvent être faites, les propositions que nous allons faire de façon concrète pour regrouper des services de santé au travail, créer un socle de prestations, mettre en place un système de certification qui évitera des processus d'agrément compliqués. Tout ça, ça va rendre le système bien plus efficace. Il me semble que le gouvernement, quand il passe quelquefois en force sur certains sujets, ne recueille pas l'unanimité. L'assurance chômage, aujourd'hui, vaut quelques réactions, donc c'est pas si simple. Et je n'ose même pas évoquer le sujet des retraites. Je crois que ça fait beaucoup de sujets pour le gouvernement. Donc le gouvernement sur un terrain serait très assez glissant. avisé sur ce sujet-là, peut-être de laisser les acteurs et les professionnels se saisir de cela pour en faire quelque chose de bien, tout en assurant, bien entendu, les contrôles et en s'assurant que les choses sont faites dans des orientations qui lui conviennent, mais sans prendre la main. Alors, est-ce qu'une prochaine rencontre est prévue pour que vous fassiez vos propositions au gouvernement? Alors, le MEDEF Île-de-France a travaillé, s'est saisi parmi les premiers de ce sujet pour faire un état des lieux, faire un certain nombre de premières propositions consensuelles. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer à la deuxième phase qui consiste à dire comment est-ce que concrètement on peut faire bouger les choses. Il me semble il ne faudra pas un mois pour que le MEDEF soit en mesure de dire, ben voilà les propositions concrètes que nous pouvons faire. Et par exemple, il y a aujourd'hui 250 services de santé inter-entreprises. Nous pourrions en avoir peut-être 150 dans un premier temps, et puis peut-être seulement une centaine dans pas très longtemps, qui soient mieux organisés. Et donc, on peut très bien avoir un système de transformation, j'allais dire, douce, en utilisant tous les atouts des systèmes existants et en essayant de gommer les défauts et les problèmes là où ils apparaissent. Alors, on peut espérer que si un mois c'est fait, il y aura forcément un moment ou un autre des négociations, des discussions qui j'espère seront beaucoup plus fructueuses que celles qui n'ont pas pu aboutir l'été prochain. Et puis pour arriver, on va dire au printemps prochain, à avoir peut-être des propositions opérationnelles un petit peu sérieuses et qui pourraient faire l'objet d'un consensus. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Pour le reste, il y a tellement de paramètres qui peuvent interférer, de facteurs qui peuvent... les élections municipales et je ne sais quoi l'autre. Oui, c'est vrai. Donc c'est compliqué. Et la tâche est compliquée pour le gouvernement. Il ne faut pas s'y tromper non plus. Très bien. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite que ces propositions aboutissent. Ça sera peut-être l'occasion pour vous de revenir nous voir et puis de les évoquer. Et voilà. Ça sera avec plaisir. Donc ce matin, je recevais Agnès Lalot, directrice santé, sécurité, environnement du GIM, chef de file des mandats santé au travail pour le MEDEF Île-de-France, Yves Laccueil, directeur général du GIM, vice-président de la CNAM et président de la commission des mandats du MEDEF Île-de-France. Alors Agnès et Yves, notre émission arrive à sa fin. Quelques mots de conclusion, Agnès? Alors, pour conclure, je pense qu'effectivement, on a essayé aujourd'hui de faire passer le message auprès des auditeurs que les services de santé au travail ont vraiment toute leur importance et leur rôle aujourd'hui, qu'autant les salariés que les entreprises doivent s'appuyer sur ces structures pour aider à déployer les mesures de prévention et ça participe effectivement, comme on l'a dit, de la performance de l'entreprise. Des salariés en bonne santé, c'est une entreprise qui est en bonne santé également. Yves Laccueil, quelques mots de conclusion? Alors, comme mot de la fin, vous avez bien vu que la santé au travail, c'est un sujet essentiellement de prévention et que, en parallèle, la santé à la ville et à l'hôpital, c'est un sujet de soins. Et je crois que cette articulation prévention-soins, eh bien, elle pourrait pourrait conduire à ce qu'il y ait des coopérations bien plus importantes que ce qui existe. Et je crois qu'aujourd'hui, de nombreux acteurs en sont conscients. Et je crois qu'à partir du moment où nous avons des intérêts très convergents, que les employeurs sont très mobilisés, sensibles sur ces sujets, et également les acteurs de la santé, on va être un petit peu optimiste. En tout cas, moi, c'est ce que je suis. Très bien, écoutez, merci. C'est le mot de la fin que je retiendrai. Merci pour vos interventions très limpides sur ces véritables enjeux de société. Nous retenons que l'effort doit être collectif. Et donc, comme je vous l'ai dit, peut-être l'occasion de revenir prochainement au bar de l'économie pour nous faire part des propositions qui ont été acceptées.
Donc, merci de votre passage au bar de l'économie. Merci à nos auditeurs pour leur fidélité. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau bar de l'économie. D'ici là, portez-vous bien. À vendredi. Alors, ne partez pas, je voudrais faire la photo. Étienne, j'ai des gros problèmes avec mes vidéos. Là, je fais terminer. C'est ça? Ouais.